Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons continuer notre analyse du lien entre quantique et classique. Et on peut se poser la question, comment peut-on voir des trajectoires bien précises, éventuellement des lignes droites pour des objets, alors que la fonction d'onde est justement comme une onde, c'est-à-dire totalement dispersée dans l'espace. On peut bien sûr définir une trajectoire moyenne. C'est ce que l'on fait par exemple avec une onde plane, ou alors si on voit des vagues qui s'avancent vers une plage, on a une direction moyenne des vagues, avec une direction précise, qui peut être bien droite, mais il n'empêche qu'on n'a pas une trajectoire, on en a toute une série, toute la vague avance de concert. Donc, quel est peut-être le rapport entre ça et les trajectoires? Alors, voyons pour une onde, disons une onde sphérique, que l'on ferait passer à travers une petite ouverture. Dans ce cas-là, ce qu'on constate, c'est que l'onde sort de l'ouverture en formant une trajectoire, un faisceau, qui a d'ailleurs tendance à s'évaser. On peut facilement le constater avec le son, par exemple. Quand une porte est ouverte sur une pièce et qu'il y a du bruit, si vous vous mettez devant l'ouverture, vous entendrez mieux qu'en étant sur les côtés. Cette onde a donc tendance à se disperser. Mais les lois de l'optique ondulatoire, ou de la physique ondulatoire, montrent que cette dispersion est négligeable si la distance de l'ouverture ou la largeur du faisceau est grande par rapport à la longueur d'onde de l'onde considérée. Inversement, si la distance ici est de l'ordre de la longueur d'onde ou plus petite, le faisceau se disperse. C'est vrai aussi pour... et alors on peut le voir par exemple avec la lumière, c'est très facile. Si vous allez dans une cave avec un soupirail par jour de beau soleil, vous verrez le faisceau lumineux bien droit qui sort du soupirail. Le soupirail est... la taille du soupirail est grande par rapport à la longueur d'onde de la lumière visible. De même pour un trou de serrure, c'est suffisant. Ou un petit trou, mais si le trou est vraiment comme une tête d'épingle, alors on n'a pas un faisceau qui sort, mais plutôt comme un éclat de lumière, comme une petite étoile, parce que la lumière se disperse. C'est vrai aussi pour la fonction d'onde. Et il y a le lien avec le principe d'indétermination. On avait d'ailleurs vu que le principe d'indétermination pouvait être lié aux propriétés ondulatoires et à la transformée de Fourier. Si les delta x, l'incertitude, et delta p sont petits, si delta x est très petit, alors delta p est grand, l'incertitude est grande, et la position de la particule a tendance à se disperser. Par contre, si delta x n'est pas trop grand, alors elle peut rester plus ou moins confinée. Et on sait que la longueur d'onde est donnée par h sur mv. La constante de Planck divisée par la masse et la vitesse de la particule, ou de l'objet. Et donc, on voit alors le lien entre ces propriétés quantiques et cette dispersion, ce phénomène optique, ce phénomène ondulatoire. Alors on peut prendre des exemples. Ainsi, un électron qui se déplace à 1 mètre par seconde, ce qui n'est pas très rapide, la longueur d'onde est de 0,6 mm, ce qui permet d'avoir des faisceaux relativement précis. À l'échelle des atomes, c'est pas du tout négligeable, évidemment. Les atomes, on parle en des grandeurs de l'ordre du milliardième de mètre, et à cette échelle, évidemment, là, on est dans le cas où c'est beaucoup trop petit par rapport à la longueur d'onde. Et donc, les électrons n'ont pas de trajectoire précise. On l'avait vu, si on essaie de concentrer un électron dans un paquet d'ondes, soit autour de l'atome, soit il va s'échapper,
soit il va très rapidement se disperser pour se mettre dans un état excité, puis l'état de base. Et donc, il reste dispersé autour de l'atome. Par contre, pour former un faisceau, 0,6 mm, c'est déjà pas si mal. Et en fait, les faisceaux d'électrons, comme dans un tube cathodique de téléviseur, par exemple, ont souvent des vitesses beaucoup plus rapides, de l'ordre de 1000 mètres par seconde. Et ça veut dire une précision, une longueur d'onde de l'ordre de 0,6 microns. Donc on peut avoir des faisceaux vraiment très fins. Si on prend maintenant un objet macroscopique tel qu'une bille de 1 kg, se déplaçant à 1 mètre par seconde. Dans ce cas-là, la longueur d'onde, c'est 10 exposant moins 35 mètres. 10 exposant moins 35. C'est infime. Infime. C'est plus petit que la taille d'un proton. Donc, les objets classiques peuvent toujours se déplacer selon des trajectoires bien précises, rectilignes. Pas de problème, donc, de ce côté-là. On avait d'ailleurs vu un certain nombre de ces cas dans les vidéos passées. Nous avons vu, par exemple, la dispersion des paquets d'ondes. Comme je vous disais, delta X petit, ça se disperse trop. Delta P trop petit, ça se disperse aussi. Il y a un terme moyen où le paquet ne se disperse pas trop. Et de même, si un paquet rencontre une variation de potentiel, si la variation de potentiel est brutale, donc à l'échelon, la dispersion du paquet d'ondes est énorme. Si, par contre, la variation du potentiel est douce, à ce moment-là, le paquet d'ondes ne se disperse quasiment pas. Et vu les échelles en jeu, même une variation très douce de potentiel, à notre échelle macroscopique, ça correspond à une variation brutale. Donc, il n'y a pas non plus de problème de ce côté-là. Enfin, on avait vu aussi le cas de particules qui rentrent dans une chambre à brouillard, avec une certaine impulsion. Si la particule ionise un premier atome, alors on a vu que la probabilité était très grande qu'il ionise les atomes le long de la trajectoire parallèle à l'impulsion de la particule, donnant une trajectoire rectiligne. Bien entendu, à l'échelle quantique, et même à l'échelle macroscopique, avec les états relatifs, on peut avoir des superpositions d'états et de plusieurs trajectoires. Nous y reviendrons assez vite. Un autre aspect, c'est l'effet des grands nombres. On a vu qu'avec des masses grandes, la précision delta X, delta P pouvait être très petite. Donc c'est plutôt une très petite valeur, donc une grande précision. Mais un corps macroscopique, comme le mien, est composé de très grands nombres de particules, des particules très petites, comme des électrons, des protons, des neutrons, qui eux vont avoir une incertitude en position et impulsion beaucoup plus grande. Alors, comment est-ce possible? Comment concilier ce côté paradoxal entre un objet macroscopique ayant une position précise, composé de particules qui, elles, n'en ont pas? Alors, d'abord, pensons que l'on parle de très grand nombre de particules, l'échelle macroscopique. Une cuillère à café contient typiquement plusieurs milliers de milliards de particules, atomes ou molécules. Et donc, ce qu'on observe avec des objets macroscopiques, on observe les objets dans leur ensemble, on n'observe pas chaque molécule individuellement. Et donc, il faut considérer des moyennes, telles que la position moyenne, la forme moyenne, etc. Prenons un gaz dans une enceinte, un exemple que nous avions vu avec la physique statistique, avec, disons, 6 particules dans une enceinte divisée en deux. Et on ouvre l'enceinte pour que les particules puissent se déplacer librement. Très rapidement, les particules se dispersent dans l'enceinte et se retrouvent un petit peu partout dans l'enceinte. Les déplacements sont aléatoires et liés à l'agitation thermique. Avec 6 particules comme ça, il suffit d'attendre un peu et à un moment donné, sous les mouvements aléatoires, elles vont se regrouper dans un des deux côtés et ça va se produire assez vite. Mais la probabilité que ça arrive est liée au fait qu'on peut les mettre que d'une seule façon d'un seul côté, mais on peut les répartir dans les deux parties
d'un très grand nombre de manières différentes. On avait vu cela. Et donc, la probabilité que ça revienne à son point de départ est d'autant plus faible que le nombre de manières de les répartir est très élevé. Et ça grandit très vite. Avec 100 particules, on a environ 2000 manières de les mettre. Avec 1000 particules, on peut les mettre de 500 000 manières différentes. Et avec 10 000 particules, on dépasse les 50 millions de manières de les répartir dans les deux compartiments. Ça grandit très vite. Et on parle ici, non pas de 10 000 particules, mais de milliers, de milliards, de milliards. Et donc, il n'y a aucune chance que les particules se regroupent dans la partie gauche uniquement avec leur mouvement aléatoire. On avait vu ça, ça forme un pic de moyenne où la concentration globale reste à peu près 1,5 avec une très faible fluctuation. Ça explique que, par exemple, l'air qui nous entoure, bien qu'il soit composé de molécules assez fortement agitées, les molécules d'air sont assez rapides, malgré cela, l'air nous semble tout à fait homogène. Et ceci malgré l'agitation thermique et malgré les incertitudes quantiques de chaque molécule. On avait vu d'ailleurs que les lois qui décrivent les statistiques quantiques, lorsque le nombre de particules grandit beaucoup et que la température est relativement élevée, ces lois tendent vers des lois statistiques classiques. Le nombre élevé de particules a donc tendance à gommer les effets des incertitudes quantiques. De plus, ces particules ne sont pas libres. Je ne suis pas un gaz. La chaise ici à côté de moi n'est pas un gaz. Nous sommes des solides. Les molécules sont liées entre elles. Les atomes sont liés entre eux. Les molécules liées entre elles, avec des structures cristallines, des structures fibreuses. Et ces liens, ces forces qui lient ces particules, ont donc tendance à limiter leur mouvement. Elles ne peuvent pas se déplacer comme elles veulent. Donc, même si l'incertitude d'un atome donné peut être relativement grande à l'échelle de cet atome, à l'échelle globale pour le corps, les incertitudes sur la position des atomes restent infimes et l'effet de moyenne sur l'ensemble de l'objet reste infime. Si en vous parlant, je perds quelques atomes de ma main, on ne saurait pas le remarquer. Donc, à l'échelle macroscopique, il n'y a pas de souci. Ces incertitudes atomiques sont imperceptibles. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur la décohérence et sur ses effets. Je vous remercie.